j'ai écrit un livre sur les robots et les hommes, mythes, fantasmes et réalités, dans l'idée d'ouvrir au plus grand nombre de personnes en fait, l'accès à ces technologies qui sont un peu opaques, qui sont les technologies d'interaction humain-machine, qui vont être à la fois dans des chatbots, on entend parler de Siri, Google Home, Alexa, mais aussi dans des robots. Donc mon travail est plutôt de chercheur, en tout cas, est plutôt sur mettre de l'affectif dans ces machines, donc détecter les émotions des humains, l'expressivité des émotions, non pas celles qui sont cachées, parce que je ne peux pas les chercher, et ensuite raisonner dans le dialogue avec ces informations, et puis répondre de façon empathique, humoristique aux différentes personnes. Les applications en fait de ces systèmes sont extrêmement importantes dans le suivi, le compagnonnage, l'éducation. On peut imaginer en tout cas des assistants robotiques comme ça pour les personnes âgées, pour les gens qui seraient trop isolés, à condition de vérifier leur comportement. Il y a un nouveau domaine en fait, de recherche qui est l'éthologie des machines. En gros, qu'est-ce que c'est que cette évolution entre les humains et les machines? Comment ils vont s'adapter? Les machines vont avoir tendance à s'adapter aux humains en changeant peut-être leur façon de parler, le rythme de leur voix, et puis des informations qu'elles auraient comprises, ou en tout cas mémorisées, pas comprises. De l'autre côté, l'humain va s'adapter à la machine, et ça c'est très important de vérifier en fait comment il s'adapte. Donc ces machines qui vont être autour de nous, ce sera ma montre, mon téléphone, un robot, mais pourquoi pas les murs de la pièce. Donc si tout est hyper connecté dans notre prochain quotidien, qu'est-ce qui va se passer? Qui va parler avec qui? Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une grande cacophonie entre ces machines? Si on ne cherche pas à réguler, à comprendre comment on doit, nous, dans la société, construire notre univers intelligent, est-ce qu'il faut tout laisser faire, ou est-ce qu'il y a un besoin de gouverner en fait, ces différents objets qui seront connectés avec nous? On parle de l'Internet des objets, des IoT, Internet of Things, pour parler de ces problèmes de mise en réseau en fait, de toutes ces intelligences artificielles. Donc elles sont à la fois bénéfiques pour nous dans certains cas, il ne faut pas le nier, il faut au contraire aller davantage vers utiliser ces objets artificiels pour de nombreuses tâches, notamment dans la santé, dans l'accompagnement pour les personnes âgées qui seraient isolées chez elles, pour les enfants, pour l'éducation. On peut imaginer énormément de tâches pour lesquelles ces machines vont nous aider. Et pour autant, il faut aussi se préoccuper de ce qu'elles auraient qu'est-ce qu'elles apportent comme risque dans la société et anticiper ces risques. Ce n'est pas pessimiste du tout. Je suis très optimiste sur l'utilisation de ces machines. Je dis juste, faisons-le en toute responsabilité. Les Japonais sont par exemple friands en fait, de ces interfaces machines, de ces interactions avec les machines, à travers des chatbots, encore une fois, ou des robots. Ils vont même jusqu'à en fait, représenter des humains sous forme de robots. On parle de géminoïdes, qui sont des clones d'humains. On connaît bien le professeur Ishiguro, mais ça se développe de plus en plus, avec l'idée de leur donner aussi la possibilité de converser avec des humains. Donc là, en bon européen, on pourrait se demander est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait, de confusion possible entre l'artefact, donc la machine artificielle, et un personnage, une personne, un humain. Donc je pense qu'il faut faire attention à ces aspects différenciant en fait, les machines et les humains. Les chercheurs actuellement, les roboticiens en France, les gens qui travaillent sur l'apprentissage machine, l'aspect cognitif, essayent de proposer des fonctions de plus en plus avancées qui vont simuler des facultés et des fonctions humaines, mais sans pour autant avoir le désir de faire passer la machine pour un humain. C'est en aucun cas le souhait, en tout cas, de la majorité des chercheurs que je connais. Et du coup, il est assez étonnant quand on va au Japon de voir qu'ils n'ont pas du tout la même sensibilité par rapport à ces machines. Donc c'est lié à un aspect religieux, une habitude d'avoir travaillé avec des machines depuis plus longtemps que nous, d'avoir dans leur passé des mangas qui parlaient de robots sympathiques. Le robot, il aide l'homme toujours, il est un sauveur. Et puis les objets, les feuilles, les rivières sentent, ressentent. Il y a toute une poésie autour des objets et des relations affectives même qu'on pourrait avoir ou ressentir à leur égard. Donc nous, ça rappelle un peu ce que l'enfant avait avec son ours, une relation particulière. C'est vrai qu'il faut qu'on ait ça en tête dans la société. On va de plus en plus aller vers des objets qui communiquent avec nous, qui parlent, qui vont simuler des émotions, puisque ce n'est que la simulation, il n'y a pas d'intériorité ni de conscience à propos égale à celle des humains dans les machines, donc il faudra apprendre à vivre avec elles. Le travail dans la société
est principalement fait par des humains. Alors on a peur actuellement que les machines, l'intelligence artificielle, prennent finalement le travail des gens. Bon, c'est effectivement un sujet important qu'il ne faut pas négliger. Les statistiques qu'on voit écrites un peu partout dans les médias ne sont pas forcément rassurantes. Les derniers chiffres que j'ai pu voir montraient qu'en fait, moins de 10% en fait, des métiers pouvaient être remplacés par des machines à l'heure actuelle, vu leur niveau technologique. Donc si les machines nous remplacent pour faire du travail difficile, pénible, répétitif et dangereux pour nous, hein, il y a une règle des 4D, moi je dis super. Maintenant, est-ce que les machines vont nous remplacer pour tout? On pourrait se poser la question, est-ce qu'elles savent tout faire? Non. Est-ce qu'elles savent détecter nos émotions d'une certaine manière, de façon assez limitée? Donc pour tout ce qui serait, par exemple, d'interaction sociale entre les gens, on a besoin de l'émotionnel, on a besoin de décision, on a besoin de tout un tas de connaissances que la machine n'a pas. Bien sûr, restons sur l'idée que l'humain va continuer à travers ses métiers à être créatif, inventif et à gérer ses relations avec les hommes autour de lui. Donc il est très important en fait de comprendre quelles sont les tâches qu'on peut faire remplacer par des machines et quelles sont les tâches qu'on ne pourrait pas à cause d'un problème de technologie, mais aussi à cause d'une acceptation sociale. On a notre mot à dire dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut remplacer vraiment? Donc il ne s'agit pas de revenir à aucune machine, puisqu'elles peuvent être vraiment utiles, mais à trouver cette complémentarité entre l'homme et la machine qui va nous permettre de remplacer ce qui était pénible par de l'intelligence qu'on surveille, l'intelligence artificielle qui doit être surveillée par les humains. Ce compagnonnage, je dirais, entre machine et humain doit être pensé en collaboration avec les différents acteurs des métiers, les syndicats, les chercheurs, les industriels. Il y a un pouvoir économique derrière qu'il faut aller chercher aussi. Donc je pense que l'acceptabilité de ces systèmes est très importante. La confiance qu'on aura dans les systèmes qu'on va mettre en œuvre est également extrêmement importante. Les décisions qu'on va laisser aux robots, il faut savoir jusqu'à quel niveau on laisse décider les machines toutes seules. Et en fait, on va créer des nouveaux emplois où les humains seront plus créatifs, auront peut-être plus de responsabilités aussi dans la finalisation d'un travail qui serait fait par une machine et que lui pourrait vérifier. Donc beaucoup de changements dans les sociétés sur le travail, mais je pense que ça peut aller vraiment dans le bon sens économiquement et socialement parlant.